Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble la crypto pour les nuls, donc comprendre l'essentiel en 2026. Donc, la crypto, c'est déjà là. En 2026, rien n'est un sujet de niche. Les particuliers investissent, des entreprises s'y intéressent et des fonds proposent du Bitcoin pour des portefeuilles long terme. Avec notamment BlackRock, un des plus gros fonds d'investissement au monde, hein, quand ils avaient lancé leur ETF Bitcoin en 2024 et l'ETF qui a le mieux marché Heu, avec, avant l'or même, justement quand il qui a été lancé dans les années, 2000 si j'ai pas de bêtises, donc vraiment très performant. Le marché se structure et la question n'est plus vraiment: «Est-ce que ça va durer?» mais plutôt: «Comment s'y retrouver?» justement dans tout ça parce que la crypto elle est là, la crypto elle est là pour rester. Quand il y a des fonds d'investissement justement qui vont commencer, aux États-Unis, à proposer dans les fonds de retraite, les fonds de pension, on veut dire que c'est quand même du sérieux et c'est pas juste de la spéculation. On peut pas se dire: «Ouais mais ils veulent juste ramasser de l'argent», bien sûr oui, mais ils vont pas non plus proposer n'importe quoi à leurs clients. Il y a aussi leur réputation, leur sérieux. S'ils commencent à proposer du bitcoin et qu'au fait, le bitcoin, c'est n'importe quoi, bah, en fait, malheureusement, les clients, ils vont partir. Donc le problème, quand on débute, on tombe vite sur une masse d'informations contradictoires, des avis opposés, des stratégies incompatibles. Des influenceurs qui crient au miracle et d'autres qui annoncent l'effondrement. Difficile de savoir quoi suivre et encore plus par où commencer. Donc on a attend trop longtemps, par peur de se tromper, on reporte indéfiniment et le temps passe sans qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Souvent, c'est que, en fait, on va entendre parler de la crypto un petit peu, le bitcoin, il est monté à 100 000 $. On va en entendre parler et puis après on n'en entend plus trop parler. Donc on laisse tomber. On se dira, je m'y intéresserai plus tard. Et le bitcoin, il va remonter par exemple un jour, j'en suis sûr, à plus de 100 000 $, à 150 000 $, à 200 000 $, à 300 000 $ et là justement: «Ah mais c'est vrai que j'en avais entendu parler, là je devrais peut-être investir» et justement on s'y intéresse quand, bah, tout le monde s'y intéresse et c'est justement là où on loupe les meilleures opportunités. Donc, ou on se lance trop vite, hein, justement, on achète n'importe quoi dans l'euphorie sans comprendre ce qu'on fait et ça impacte directement les résultats, souvent dans le mauvais sens. Donc, là, je te parlais de l'exemple du bitcoin, mais c'est pas forcément, dans le bitcoin qu'on investit, hein, c'est plutôt sur les autres crypto-monnaies quand tout est monté bien haut. Donc l'objectif ici, on va comprendre ce qui se passe vraiment, donc pas tout, juste les bases utiles, celles qui servent concrètement. On va éviter les erreurs classiques, donc celles que font la plupart des débutants et qui coûtent cher et savoir comment commencer une approche simple, progressive, sans se précipiter. Donc une crypto, pour commencer, une crypto, c'est quoi? Donc c'est un actif numérique qui fonctionne sur une blockchain, un registre public transparent que tout le monde peut consulter. Pas de banque au milieu, les transactions sont validées par un réseau d'ordinateurs répartis dans le monde. Vraiment, tout ça, on va envoyer une transaction et ça va être des milliers d'ordinateurs, si tu préfères, qui vont vérifier que la transaction est bonne. C'est un petit peu comme, j'aime bien un petit peu l'exemple d'un billet de 100 euros ou un billet de 50 euros. Pour vérifier que le billet de 50 euros que je te donne, eh ben, c'est comme si en fait il y avait des milliers de banques qui vérifient, bah voilà, ce billet il a bien été créé là, à tel endroit, c'est authentique, c'est un vrai billet, c'est pas un faux billet. C'est un peu pareil justement dans la blockchain où tout est vérifiable par tout le monde, pas que par les banques, par tout le monde et comme ça on peut vérifier, tout est transparent. Donc le Bitcoin, hein, c'est la crypto-monnaie, la première crypto-monnaie créée en 2009, la plus connue, la plus échangée, souvent vue comme une réserve de valeur numérique, un peu comme l'or, mais sur Internet. C'est le point de départ naturel pour comprendre le marché. Bon, bien sûr que beaucoup vont rire un petit peu quand on va dire que le Bitcoin c'est l'or numérique, en sachant que il est très 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 volatile hein, et que il va pas faire l'office de réserve de valeur. Pas encore, tout du moins, c'est aussi beaucoup par sa liquidité qui est, très faible. C'est vraiment une goutte d'eau dans tout l'océan financier, c'est une goutte d'eau absolue et ce qui va faire pourquoi on compare à l'or numérique, justement parce que c'est, on va dire, c'est encore mieux même que l'or, c'est l'or 2.0 qu'on peut dire, parce que c'est limité à 21 millions de coins. Il peut pas y en avoir plus que 21 millions, ce qui fait que c'est de plus en plus rare, contrairement à l'or qui a une inflation, d'environ 2 hein, parce que quand l'or monte, justement, il y a encore plus d'incitation à aller, creuser. Donc si l'or est haut, bah, en fait, ça coûte quand même, moins cher d'aller creuser pour aller prendre de l'or parce que l'or est bien plus haut. En tout cas, ça vaut plus le coup d'aller chercher de l'or. Donc il y a de l'argent à se faire, à aller chercher de l'or, donc il y a de l'inflation aussi au fur et à mesure, sur l'or. Ethereum donc la deuxième plus grosse crypto monnaie du marché donc
Plus qu'une simple monnaie, Ethereum est un réseau programmable. On peut y créer des applications décentralisées, des contrats automatiques et des services financiers sans intermédiaire. Donc faire travailler notamment nos crypto-monnaies dans la finance décentralisée, toucher du rendement dessus, acheter de l'immobilier tokenisé, où on va acheter des petites parts d'immeubles, avec aussi les actifs du monde réel, notamment pouvoir investir dans des actifs comme des actions directement sur la blockchain. Ça devient de plus en plus populaire. Donc c'est sur Ethereum qu'on trouve la DeFi, les NFT et une grande partie de l'innovation crypto actuelle. Donc Ethereum, ça représente entre 50 et 70% de toute la TVL, donc la Total Value Locked, vraiment toute la valeur qui est sécurisée. C'est juste énormissime comparé aux centaines de blockchains qui existent, ou milliers. Il existe des millions de cryptos et en tout cas, toute la valeur est très concentrée sur Ethereum, l'économie. On peut dire que Bitcoin, il est là, il stocke la valeur et Ethereum, il fait rouler l'économie, on peut dire. Les stablecoins. Donc c'est quoi? C'est une crypto dont le prix est stable, souvent indexé sur le dollar américain. 90% de toutes les cryptos stablecoins sont adossées au dollar américain. Exemple courant, USDT et USDC sont les plus utilisés. Un stablecoin et gagne 1 dollar. Ça peut être aussi stablecoin sur l'or. Donc à quoi ça sert? Ça sert à sécuriser son argent sans sortir de l'écosystème crypto, surtout quand le marché fluctue. Ça sert aussi à faire des paiements au quotidien, aussi toucher du rendement dans la DeFi. Donc, comme j'expliquais, on veut faire travailler nos crypto-monnaies, on peut juste, sans trop s'exposer à la montée ou à la descente des prix de l'Ether ou autres cryptos, on peut avoir des stablecoins et avoir des rendements sans ce soit une arnaque justement avec des rendements parfois à 8, 10%, voire plus, en fonction du risque dans la DeFi. Pourquoi ça attire autant? Donc la performance, beaucoup cherchent une meilleure valorisation que les placements traditionnels. Le numéro un que tout le monde est attiré dans la crypto, plus de 99 c'est bien sûr pour gagner plus d'argent, hein. Sinon, sinon, ce serait pas aussi populaire. Donc l'autonomie, envoyer de l'argent n'importe où, oui, sans passer par une banque. Nous, en tant que, on va dire, je peux dire occidentaux, on est quand même chanceux, c'est qu'on n'a pas tous ces problèmes. On a accès à un compte en banque, mais il y a aussi des pays où malheureusement ils ont pas accès, au compte en banque. Ils ont pas de compte bancaire, donc l'avantage aussi, des crypto-monnaies, c'est qu'ils peuvent directement s'envoyer de l'argent, des crypto-monnaies, sans passer par une banque parce qu'ils ont pas accès. L'accès, donc les services financiers disponibles, des services financiers disponibles pour tous, sans condition. On peut justement, acheter, acheter des crypto-monnaies, aller jouer, dans la finance décentralisée, toucher du rendement sans, intermédiaire. Donc la technologie, hein, aussi que ça attire, la blockchain, la DeFi, les contrats intelligents, un nouveau modèle financier en construction. Les prix bougent beaucoup, donc c'est une réalité du marché crypto, hein. Les variations sont fortes, parfois brutales, plus 30 en une semaine, moins 40 le mois suivant, ça arrive. C'est même, plutôt très fréquent en fonction de la volatilité, hein. Par moment, les cryptos peuvent faire, le bitcoin, il peut faire, -2, -5. Il est très, très, très standard en une journée. S'il y a -5 en bourse, c'est, gros, gros risque, hein, à court terme. Ce n'est pas un bug du système, c'est une caractéristique de ce marché, il faut accepter dès le départ, hein. Tout ça pourquoi? Bah, parce qu'il y a beaucoup moins de liquidités. C'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, hein, le marché crypto, comme je disais juste avant. Pourquoi autant de mouvements? Marché encore jeune, donc la capitalisation totale reste faible comparée au marché traditionnel, moins de volume, plus de volatilité. Forte spéculation, beaucoup d'acteurs cherchent des gains rapides, ce qui amplifie chaque mouvement dans les 2 sens. Évidemment, hein, si, comme au début des ETF, je sais plus le prix du bitcoin, comment il était, mais il y avait des grosses institutions qui étaient, des fois assises sur, x2, x3. Bah, forcément, quand ils ont investi des milliards, ils ont un x2, donc ils ont investi, 20 millions dans le bitcoin, ils sont à 40 millions, bah, forcément qu'ils vont vendre. Donc, pour eux, c'est énorme, enfin, c'est pas grand-chose d'avoir des millions, mais en fait, 20 millions de gains ou 40 millions de gains, bah, comparé au rendement qu'ils peuvent faire en bourse, bah, en fait, ils peuvent se permettre de vendre, donc ça peut faire des gros mouvements. Les whales, donc les gros investisseurs peuvent déplacer le marché avec une seule transaction, entraînant les réactions en cascade, hein, bien sûr. Réaction aux news, une décision réglementaire, un tweet influent, une annonce d'entreprise, tout peut faire bouger les prix en quelques minutes, hein, notamment quand il y avait, Elon Musk en 2021 qui avait annoncé que Tesla allait acheter avait, des réserves stratégiques, de bitcoin et où justement le prix du marché a fait waouh, ça a fait le top du marché. Une erreur très courante, donc se ruer directement sur les petites cryptos peu connues en espérant multiplier sa mise par 10. C'est là que beaucoup, se retrouvent avec des actifs sans liquidité
des projets qui disparaissent ou des pertes difficiles à récupérer. C'est le chemin le plus rapide pour perdre de l'argent. Bien sûr, donc il y a des personnes qui vont investir quand je dis, des actifs sans liquidité, c'est, où, justement il y a pas beaucoup, de monde qui est dans ce projet-là. Ça peut être, quelqu'un mettons qui a, quand même pas mal d'argent, peut investir, 30 000 ou 40 000 € dans un projet crypto et ce projet crypto en fait, il a investi beaucoup, il y avait beaucoup de spéculation dessus et ben, il finit par chuter, il redescend. Mais en fait, sauf que, beh, lui en fait c'est 30 000 ou 40 000 €. Mettons que le coin il est redescendu à 1 centime. En fait, il peut plus le vendre à 1 centime parce qu'en fait, il y a personne qui veut l'acheter en face, il y a personne en face. Donc soit il va réussir à trouver, mais le vendre au fur et à mesure, moins cher. Ça s'appelle aussi, du slippage, hein, faire, en fonction du gros montant qu'on met, par rapport à la liquidité, baisser le cours ou il arrivera jamais à vendre. Et malheureusement, ça arrive peut-être plus souvent qu'on le croit où il y a beaucoup de personnes qui se font avoir, sur ça. Donc attention à tout ça. Beaucoup de débutants également peuvent se faire avoir avec l'erreur très courante justement, pour multiplier leur mise, c'est qu'on peut se dire: «Mais, si j'investis dans cette crypto-monnaie-là, mettons elle est à 1 mais en fait si elle atteint le prix d'un bitcoin qui aujourd'hui est à 100 000 $, mais je suis multimillionnaire». Sauf que malheureusement ça ne marche pas comme ça, c'est en fonction du market cap, et cetera. Donc, beaucoup de débutants peuvent se faire avoir en considérant que bitcoin est trop cher, mais le risque n'est absolument pas pareil. Absolument pas et c'est pas parce qu'une crypto-monnaie, peut être à 1 000 $ que c'est, une bonne crypto ou c'est pas parce que c'est une crypto-monnaie à moins de 1 centime de dollar que c'est une mauvaise crypto. Vraiment, attention avec ces erreurs et pas se faire avoir à ce niveau-là. Donc une approche plus posée. Donc, pour débuter, donc faut investir d'abord sur Bitcoin et Ethereum ou juste Bitcoin éventuellement. Comprendre, donc apprendre les bases et les risques, se former, au niveau, des bases, donc crypto-monnaie, Bitcoin, qu'est-ce que Bitcoin, Ethereum? En profondeur, comment fonctionne une transaction, la finance décentralisée, qu'est-ce qu'une ledger, qu'est-ce que MetaMask. Élargir, donc ajouter progressivement d'autres actifs, ça c'est pas obligatoire, hein, c'est tout à fait raisonnable de rester sur Bitcoin et Ethereum, hein. En fait, quand on va vouloir investir sur d'autres actifs, c'est vraiment pour faire des meilleurs rendements. Quand on investit sur Bitcoin, c'est pour former aussi les autres actifs traditionnels. Quand on investit sur Ethereum, c'est pour espérer faire mieux que Bitcoin, sinon ça vaut pas la peine. Et quand on espère quand on investit pardon, sur les autres crypto-monnaies, c'est pour espérer faire mieux que Ethereum et Bitcoin. Si au final on n'obtient pas un meilleur rendement, ben, ça sert absolument à rien, c'est plus de risques pour moins de rendement. Attention à tout ça. Donc la progression logique pour éviter les mauvaises surprises, on pose les fondations solides avant d'explorer. Comme je dis, investir d'abord sur Ethereum et Bitcoin. Donc, où acheter? On passe des plateformes d'échange appelées exchange. Ce sont des sites ou applications qui permettent d'acheter, vendre et stocker des cryptos. Quelques exemples connus, Coinbase, Kraken, Binance. Vraiment les trois plus connus, les trois mastodontes au niveau mondial. Stocker ces cryptos. Donc, un hot wallet, avec un wallet qui va être connecté directement à Internet. C'est pratique pour les transactions fréquentes, mais pour le stockage, c'est quand même fortement déconseillé pour le stockage sur les cryptos long terme, en tout cas. Il y a le cold wallet, donc hors ligne sur un appareil physique, beaucoup plus sécurisé pour stocker ces montants importants sur le long terme. Le numéro un, évidemment, c'est le cold wallet, notamment Ledger, Trezor, les deux plus connus et les deux plus safe. ETF, éventuellement, donc ça permet d'obtenir une exposition aux cryptos via des fonds d'investissement cotés en bourse qui détiennent l'actif pour vous. C'est une troisième option pour accéder aux cryptos sans les conserver directement, notamment comme BlackRock, Fidelity. Il y a aussi maintenant, de grandes banques, aux États-Unis, qui proposent, des ETF directement. Donc, bah, c'est des options, hein. Après, on peut se dire: «Ouais, mais ça peut être comme les exchanges, si au final ils s'en vont avec la caisse et cetera». Sauf qu'on peut dire que si BlackRock, ils scamment leurs clients, bon ça saurait c'est quand même le numéro un mondial. On peut dire ça ferait, très, très, très mal à tout l'écosystème, que crypto, la bourse énormément. C'est, je sais plus, c'est des milliers de milliards, hein, si je dis pas de bêtises, d'actifs sous gestion, donc c'est quelque chose. Éventuellement, justement sur, Coinbase, qui est un échange quand même très sérieux, mais et on n'est pas à l'abri d'un piratage et cetera, donc par défaut, absolument pas garder ces plateformes ces cryptos, pardon, sur les plateformes d'échange. Donc, pour commencer avec de petits montants, rester sur l'exchange est tout à fait raisonnable. Le code wallet devient pertinent quand les sommes engagées augmentent. Donc concrètement, par où commencer? Donc, sur les exchanges, on va créer un compte, on va vérifier l'identité, déposer un montant et commencer à acheter ses premières cryptos. Il y a pas besoin d'investir beaucoup, l'important c'est de comprendre, tout le processus en le vivant. Une fois lancé,
Observer donc, regarder comment le marché évolue sans réagir à chaque variation, se familiariser avec les mouvements. Apprendre progressivement, approfondir au fur et à mesure les mécanismes, les actifs, les risques, pas tout d'un coup, évidemment. Heu, Ça va être vraiment petit à petit et aussi quelque chose qui est pas mal sous-estimé, c'est aussi savoir comment on réagit à tout ça, en fait. Parce que, moi je me souviens à mes débuts, ça pouvait malheureusement m'arriver, de regarder, mon téléphone la nuit, de regarder l'application, CoinMarketCap ou CoinGecko et voir que la crypto avait monté, ma crypto avait baissé, mon portefeuille. Ça devient très, très anxiogène alors, absolument à vérifier, voir un petit peu comment on réagit. Pour ça qu'il faut commencer par des petites sommes, et éviter de regarder les graphiques tous les jours. Vraiment, ça veut absolument rien dire des 24 heures, des bougies de 24 heures, c'est normal que ça varie de 10 ou 20. Il y a pas ça qui va faire qu'il va falloir que tu vendes ou il va falloir que tu achètes. Ça, c'est absolument, faux et en fait, ça crée plus d'anxiété, plus de stress et voir comment réagir à tout ça. Il y a la crypto, c'est peut-être pas fait pour tout le monde et c'est OK avec ça, hein. Si on est absolument pas capable, de gérer des fluctuations de plusieurs dizaines de pourcents, c'est peut-être pas fait pour nous. Ou justement, on peut voir: «Ah bah, finalement, je suis quand même un peu à l'aise, avec tout ça». Donc rester simple, éviter de multiplier les décisions, au début. Moins on fait de mouvements, moins on risque de se tromper. Donc tout l'essentiel à retenir, donc la crypto, elle peut paraître technique au premier abord, mais les bases sont accessibles à tout le monde. Ce qui fait vraiment la différence, c'est de comprendre ce qu'on fait avant d'agir. Pas de précipitation, pas de pression, juste une progression étape par étape, à son rythme. Vraiment à se former en fait, se former directement dans la crypto. C'est la base vraiment et bah, de prendre le temps aussi de comprendre parce que beaucoup investissent surtout sur des projets, qu'on comprend pas, et malheureusement, c'est justement là où on peut, soit vendre trop tôt ou en fait on va investir dans une crypto-monnaie, qui est autre que Bitcoin et ou même, on peut investir sur Ethereum et on va pas vraiment comprendre, on voit que ça baisse, on va faire comme tout le monde, on va vendre. En fait, c'est justement peut-être que c'était pas le moment de vendre, malheureusement et au final on se retrouve à vendre bas et racheter plus haut. Beaucoup d'erreurs de débutants, malheureusement. Si ça t'intéresse, sache que, j'ai un e-book justement, avec les 10 erreurs que les débutants font en crypto-monnaie. Tu as juste à rentrer, cliquer sur le lien juste en dessous en description, tu as juste à entrer ton prénom, ton adresse mail et tu vas recevoir ça directement dans ta boîte de réception. Également, je publie des vidéos chaque semaine, alors, hésite pas à t'abonner à la chaîne et si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo.